Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Autotrends. Et aujourd'hui on est ensemble pour essayer le Honda InY, le Honda EY, le Honda IN1, le Honda INY1. Le Honda INY1, c'est quoi? Eh bien c'est le premier SUV 100% électrique de Honda. Un modèle qui s'apparente au HR-V esthétiquement, mais qui en diffère pourtant à bien des égards. Alors premièrement, je vais quand même vous expliquer pourquoi ce nom de INY1, un nom qui paraît bien compliqué, mais pour lequel Honda a une signification particulière. Le I est pour Energize, donc pas pour électrique, mais bien pour Energize. Le N signifie New, le Y signifie Yourself, donc vous-même en anglais, et le One parce qu'il s'agit du premier véhicule électrique du segment B pour le constructeur. Vous conviendrez que cette explication est un petit peu capillotractée, surtout que vu l'apparence du véhicule, comme je le disais, on pourrait très facilement le prendre pour un HR-V électrique. Il aurait très bien pu s'appeler iHR-V par exemple, ce qui aurait été sans doute plus vendeur commercialement. Mais du HR-V, il diffère par quelques aspects. Alors esthétiquement, on a bien sûr cette face avant qui est beaucoup plus lissée, avec ce grand panneau ici qui est mobile et qui renferme bien sûr la trappe de charge. Un pare-choc qui est également moins travaillé, moins ajouré. Ça c'est logique puisqu'une voiture électrique a moins de besoin de refroidissement qu'un véhicule thermique. Et puis à l'arrière, on a le bandeau traversant, bandeau lumineux, qui est ininterrompu sur ce modèle. On n'a donc pas le logo Honda en position centrale. Par contre, on a un lettrage Honda en toutes lettres sur le haillon. De profil, les proportions sont les mêmes que sur le HR-V. Toutefois, eh bien, celui-ci mesure 6 cm de plus, 6 cm qui ont été gagnés sur les porte-à-faux avant et arrière, qui ont été redessinés et retravaillés. Et il y a une bonne raison à cela, c'est que contrairement à d'autres marques qui adaptent leur plateforme électrique sur des voitures thermiques et inversement, eh bien celle-ci repose sur une plateforme entièrement dédiée à l'électrification. Ce n'est donc pas du tout la même plateforme que celle du HR-V. Et ça, eh bien, ça a été prévu pour caser l'imposante batterie ici en dessous, puisqu'on a quand même une grosse batterie pour un véhicule à ce niveau de gamme. On a une batterie de 68 kWh intégrée donc dans le plancher. Ça, je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. À l'arrière, vous voyez qu'on a vraiment beaucoup de place. Là, le siège est réglé pour mon collègue qui est plus grand que moi et vous voyez que j'ai encore énormément de place pour étendre mes jambes. C'est vraiment très confortable à ce niveau-là. Les sièges sont également très bien dessinés, en tout cas sur les places extérieures. On a des sièges assez profonds, assez creusés, donc ça offre un très bon maintien. Et puis dans l'habitacle, on a beaucoup de lumière grâce au toit panoramique qui est fourni de série sur la finition Advance. Alors Honda annonce que ce toit ne laisse passer que 25% de la chaleur grâce à son traitement spécifique et peut bloquer jusqu'à 99% des UV. Mais si cela ne suffit pas encore, eh bien la partie avant peut être occultée par un volet manuel dans l'habitacle. Et pour la partie arrière, vous allez voir, c'est encore plus original puisque Honda propose deux petits panneaux amovibles qui sont donc cachés ici sous le plancher de coffre arrière. Ça se présente comme ceci et donc eh bien, on viendra les clipser directement comme ceci. Et voilà, et on a donc un toit à ce moment-là qui est intégralement noir, intégralement occulté. L'habitacle est lui très différent de celui du HR-V, notamment parce que Honda a remplacé toute la console centrale et l'instrumentation par des écrans pour avoir quelque chose de plus moderne, en tout cas dans la présentation. On a donc ce grand écran central de 15,3 pouces qui permettra donc de gérer bien tout le système multimédia, la climatisation, etc. Mais un écran qui est divisé en 3 zones, c'est-à-dire que la partie supérieure sera dédiée à la navigation et au multimédia à proprement parler. La partie centrale sera quant à elle dédiée au menu principal, aux différentes fonctions du véhicule. On pourra notamment afficher le flux d'énergie pour savoir quand est-ce qu'on consomme, quand est-ce qu'on récupère de l'énergie. C'est là également qu'on pourra programmer la recharge du véhicule et régler les différents paramétrages à ce niveau-là. Ça permettra également de garder l'ordinateur de bord visible, etc. Et puis la partie inférieure sera, elle, dédiée à tout ce qui est climatisation, siège chauffant, etc. Alors ça, l'avantage que ça permet de garder toutes les infos bien visibles, puisque cet écran est vraiment très lisible, même au soleil. Et voilà, l'interface est plutôt simple, mais du coup assez ergonomique et pratique pour pouvoir voir directement les informations. Le petit bémol, c'est que par exemple, on ne pourra pas disposer d'Apple CarPlay, donc ni des applications Waze, ni Android Auto, etc. en plein écran, ce qui peut parfois être intéressant.
Face au conducteur, on a donc également une instrumentation numérique sur une dalle de 10,25 pouces à l'affichage finalement assez classique, assez similaire à celui qu'on retrouve dans les Honda à moteur thermique. C'est-à-dire que là encore, les informations sont claires et lisibles, mais on peut finalement assez peu personnaliser les affichages. Juste la partie de gauche de l'écran qui pourra être dédiée à la navigation, au multimédia, aux informations de conduite, mais pour le reste, on a quelque chose d'assez figé. Mais finalement, rien ne manque, c'est assez complet. Le lien avec les Honda thermiques se fait également au niveau du volant, qui est le même que celui qu'on va retrouver dans un HR-V ou encore dans une Civic et même dans un ZR-V, avec toutes les fonctionnalités directement sous la main, ce qui est plutôt pratique et ergonomique. Et puis si vous regardez la console centrale, elle est également similaire à celle des autres modèles qu'on a essayé récemment, avec la boîte de vitesse particulière à 4 boutons, donc le parking, marche arrière, neutre, marche avant. Techniquement, ce eNY1 embarque un moteur de 150 kW, donc 204 chevaux et 310 Nm de couple. Un moteur qui est alimenté par une batterie de 68,8 kWh brut, 61,9 kWh net, qui procure 412 km d'autonomie WLTP. Une autonomie qui nous paraît un petit peu pessimiste lorsqu'on sait qu'un Peugeot 2008 ou un Jeep Avenger par exemple va en faire autant avec une batterie de 51 kWh seulement. En termes de recharge, ce eNY1 embarque un chargeur de 11 kW en courant alternatif. Donc ça c'est plutôt bien. Par contre, en courant continu, eh bien, il limite sa puissance de charge à 78 kW. Un choix là encore que Honda annonce avoir fait de manière tout à fait réfléchie, expliquant que les concurrents qui proposent une puissance de charge plus élevée, eh bien, ne maintiennent pas cette charge très longtemps. Et donc le fait de limiter la charge à 78 kW dans le cas présent permet de prolonger la durée de vie des batteries. Néanmoins, eh bien, il faudra 45 minutes pour repasser de 10 à 80% sur une borne rapide. Et donc ça, pour les longs trajets, ça pourra peut-être constituer un frein. Au volant, ce eNY1 se conduit comme une bonne Honda, c'est-à-dire qu'on retrouve le châssis très travaillé, assez précis comme on peut l'avoir sur les dernières Honda, donc que ce soit le ZR-V ou la Civic qu'on a déjà essayé sur la chaîne, avec donc un bel équilibre entre confort et sportivité. Donc on a quelque chose d'assez bien amorti, des sièges très bien dessinés qui favorisent aussi le confort. Puis malgré les jantes de 18 pouces, on sent pas trop la route, ça remonte pas trop de vibrations, donc c'est plutôt soigné. Et en conduite active, eh bien, on va avoir quelque chose qui reste assez stable sur ses appuis, donc il prend pas trop de roulis. Et c'est plutôt pas mal puisque, comme toujours là encore chez Honda, on a cette direction qui est précise, incisive, et donc qui pousse un petit peu à avoir une conduite dynamique. On a bien sûr, comme sur les Honda thermiques, 3 modes de conduite. Le mode Eco, qui permettra donc d'atteindre l'autonomie maximale qui est annoncée à 412 km. On a le mode normal, qui sera le mode sur lequel la voiture démarrera par défaut et qui sera forcément le mode à nouveau le plus équilibré entre dynamisme et conduite quotidienne. Et puis on a un mode de sport qui permettra donc d'exploiter au mieux les 204 chevaux et de se faire vraiment plaisir au volant, on peut le dire. On retrouve le même plaisir à conduire que sur les autres modèles que j'ai cités un petit peu avant. Bien sûr, en gardant à l'esprit qu'on est quand même sur un SUV électrique à vocation familiale avant tout, et donc on n'est pas dans un véhicule purement sportif. La voiture est aussi assez bien sonorisée, en tout cas au niveau aéro. On n'a pas de sifflement, même à vitesse plus élevée sur autoroute, ça reste très discret. Par contre, le moteur, lui, se fait plutôt entendre. Il est un petit peu bruyant, on a un sifflement permanent. Voilà, c'est pas vraiment gênant. Et puis ça tient aussi au fait qu'on roule ici sans radio. Donc j'imagine que les utilisateurs au quotidien utiliseront la radio, utiliseront le multimédia et ne prêteront donc pas attention à ce bruit. La bonne surprise à la conduite vient également de la consommation, puisqu'après environ 120 km parcourus, eh bien on est tombé à 16,5 kWh au 100 km, et ça c'est inférieur à la consommation annoncée en WLTP qui est annoncée à 18,2 kWh au 100 km. Alors bien sûr, le trajet prévu par Honda était très roulant. On est ici en train d'essayer la voiture en Norvège, donc ce sont des routes assez roulantes, assez larges, avec finalement peu de virages serrés. C'est plutôt des virages pris assez rapidement, donc c'est pas très exigeant pour la voiture. Mais néanmoins, 16,5 kWh, c'est vraiment une très bonne valeur pour un petit SUV compact. Je pense pas qu'il y a beaucoup de modèles qui peuvent en dire autant. On a en termes de régénération 3 niveaux et même 4, puisqu'on a un niveau de régénération automatique, donc où on pourra laisser la voiture se gérer toute seule, où on aura à peu près un niveau, je dirais, moyen de régénération.
Et on pourra faire varier cette régénération manuellement via les petites palettes au volant. Donc la palette de gauche pour augmenter la régénération, la palette de droite pour la diminuer. On pourra donc la faire varier sur 3 niveaux, mais honnêtement, la différence entre les 3 niveaux sont finalement assez peu marquées, je trouve. Et il est très clair qu'on ne pourra jamais avoir un mode One Pedal Driving, puisque même le mode le plus poussé, où la décélération est la plus marquée, reste mine de rien assez léger. En termes de prix, cette INY1 est proposée à partir de 47 860 € en finition d'entrée de gamme et 51 920 € pour la finition Advance telle que celle qu'on a ici aujourd'hui. Un prix qu'il situe à peu près au même niveau qu'un Kia e-Niro par exemple, facturé lui entre 48 et 54 000 €, mais qu'il situe quand même bien plus cher par exemple que certains concurrents, par exemple le Peugeot i2008 qui commence à 42 000 €. On peut citer également le Jeep Avenger qui, full option, va coûter environ 45 000 €. Et puis surtout, il aura fort à faire face à la nouvelle concurrence qui arrive. Je pense notamment au Volvo EX30 qui sera commercialisé sous la barre des 39 000 € en entrée de gamme. À voir bien sûr à équipement équivalent comment il sera positionné. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Honda INY1 et si vous parvenez à prononcer son nom. N'hésitez pas à visiter nos sites internet, nos réseaux sociaux pour vous tenir informé de toute l'actu auto. Et puis quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!